N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes le mardi 4 décembre 2018. Il sonne 11 heures, passé légèrement de quelques instants. Et je devine que votre cœur et votre esprit balancent aujourd'hui entre le démarrage de la campagne électorale pour les élections législatives du 20 décembre d'un côté, ou l'opération Togo-Mort décrétée par la coalition des 14 partis politiques de l'autre. À moins que vous soyez totalement indifférent à l'une ou à l'autre option. Le club de la presse s'anime ce jour avec à la technique le duo Victor Kokou Michel Tomega qui est à la console, pendant que Géraud Dakucha met l'émission en ligne et que la voix qui parvient à vos oreilles est de Kodjo Tété Innocent Sasgaou, avec les amis et confrères qui s'installent autour de nous. Ali Legrand, bonjour. Bonjour Sas, bonjour Innocent, j'allais dire bonjour le seul innocent. Le seul innocent, voilà. Et l'unique des Togolais. Merci beaucoup Ali Legrand. C'est le journal L'Audience paru aujourd'hui avec à ma droite Atialo Sassou Isidora Color de Actu Express. Bonjour. Bonjour Sass. Et quand un adulte s'appelle innocent, il n'est pas aussi innocent que ça. Non, je suis l'exception. Je suis le seul innocent et vous-même vous savez. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Isidore. Je dirais que les Togolais se retrouvent aujourd'hui partagés. Ils se trouvent balancés entre l'opération Togo-Mort que la coalition a décrétée, ou le démarrage de la campagne électorale, à moins que certains Togolais ne se montrent totalement indifférents. Vous et moi, on se rejoint avec le titre de votre journal Actu Express. Vous écrivez « Entre Togo-Mort et campagne électorale ». Vous trouvez que les Togolais sont tout simplement perplexes. Oui, c'est ça. Et on ne sait quoi choisir. J'ai fait un tour dans la ville. Bon, peut-être on va y revenir. Et tout porte à croire que ça a été à moitié suivi, le mot d'ordre. Et malheureusement, je ne vois pas des cortèges de campagne. Pas encore. Pas encore, c'est ça. Mais donc vous avez fait un tour en ville ce matin. Ce matin. Bon. Vous êtes allé dans quel quartier à peu près? J'ai quitté chez moi à Siganto. Je suis allé à comment appelle-t-on Forever, bon, en allant vers Mouve, le siège de Mouve. Le siège de Mouve. Et j'ai contourné. Je suis allé à Huiti. Je suis revenu. Je suis passé par qu'on appelle 3K, et j'ai remonté jusqu'à Tikoumé, oui, avant de revenir. Merci beaucoup. Voilà. Ali Legrand, vous habitez ou bien quel itinéraire avez-vous suivi depuis votre domicile jusqu'à Canal FM ce matin à Hanoukope? Bon, j'avoue que je vis quelque part au niveau de l'entreprise de l'Union, à Goué, comme ils le disent. En quittant là, je suis arrivé justement dans la zone de Huiti où je devais voir une personne. Après, pour juste faire un petit sondage, je suis allé dans la zone de marché de Baie. Et là, il faut reconnaître que c'est un peu mitigé parce que les femmes, elles sont là. Mais l'ambiance, quand même, n'est pas celle des grands jours. Et quand je suis quitté là, j'ai essayé de faire un tour dans une zone historique. Je vais parler de l'ancien siège RPT. Et là, Tocoin Forever, j'ai vu à l'entrée, il y a une foule, enfin il y a une appartement, peut-être érigé pour la circonstance, pour la campagne, et des gens justement habillés en t-shirt unis se distribuaient des casquettes et un peu de tout. Merci, voilà ce bref aperçu de quelques rues, de quelques quartiers de Lomé, tels que Isidore nous le décrit, tel que Ali Legrand nous le décrit.
Et tout comme moi j'ai quitté le quartier à Flao Sagbado, je suis venu au niveau de Tochi, je suis remonté jusqu'au au siège du Parti Uni. Moi, je ne suis pas allé à l'ancien siège de l'ancien RPT, mais je suis allé au siège présent. Enfin, je suis passé devant le siège présent de Uni. Il faut situer ça. J'ai remonté au carrefour GTA. Il faut situer. Et puis j'ai pris le boulevard Adema. L'Oméga, il faut dire l'Oméga. L'Oméga, ok. Je suis allé jusqu'au à la colombe de la paix, à Décon, et pour revenir ici, disons que j'ai pas eu à connaître un go-slow ou bien un embouteillage dans la circulation comme disent les uns les autres. Voilà, cela nous amène à la pensée du jour et nous sommes allés revisiter le vieux sage Confucius, le vieux sage chinois Confucius, qui a écrit, Isidore, c'est Confucius qui écrivait il y a des millénaires, que quand il est évident que ton objectif est inatteignable, ne change pas d'objectif, mais change ta manière d'atteindre cet objectif. Oui, c'est la parole du sage. Et on ne peut pas tomber deux fois sur le même lieu. C'est ce qu'on dit, on analyse et vérifie les corps. Et comme le dit chez nous. Donc, si tu échoues une fois, à la même endroit, tu échoues deux fois, c'est que tu es bête. Donc, il faut changer la manière. Sache que là où tu échoues, où tu coinces une pierre, c'est que il faut l'éviter. Merci beaucoup. Quand il est évident que ton objectif est inatteignable, ne change pas d'objectif, mais change plutôt ta manière d'atteindre cet objectif-là. C'est ce que Confucius nous a écrit il y a des millénaires, mais peut-être que c'est toujours aussi d'actualité. Jeff Le Prince, bonjour. Bonjour, cher Sas. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Canal FM et Lumière FM. Je sais que vous poursuivez des objectifs. Je sais que vous tardez à les atteindre, mais ne changez pas ces objectifs, mais revoyez votre manière par laquelle vous poursuivez ces objectifs-là. La sagesse du jour. Oui, je partage entièrement cette sagesse. Vous avez un objectif et vous mettez des stratégies en place. Et si ça ne marche pas, je pense qu'il faut repenser les stratégies et avoir de nouvelles stratégies, mais l'objectif est le même. Merci. Monchoso Dieudonné Korlakna, qui nous rejoint à l'instant même. Bonjour. Cher Sas, bonjour. Bonjour, auditrices et auditeurs de Radio Canal FM. Merci. Le décor est planté, plus un invité que vous découvrirez à l'instant. Mais comme aujourd'hui nous n'aurons pas la page culture, tradition et art, c'est plutôt le Togo qui veut coller à l'ère de la high-tech, de la high-technologie. Et fortuitement, nous trouvons beaucoup d'articles dans les confrères ce matin. Commençons par l'éveil de la nation qui nous transporte à la 15e foire internationale de Lomé, qui s'anime aussi depuis déjà quelques jours. Et l'éveil de la nation nous rappelle que le samedi 1er décembre dernier, le groupe Togocom a présenté ses innovations au public de la foire. Togocom qui a animé une conférence sur le thème « Les solutions du groupe Togocom au service du développement des chaînes de valeur », une communication qui a porté sur les innovations du groupe Togocom et aux solutions que ce groupe-là nous propose pour le développement. Autre article toujours de l'éveil de la nation qui écrit que le Togo cellulaire qui lance le service de paiement via Timoni pour ce qui concerne les primes d'assurance GTA C2A. Autre article sur la high-tech, toujours l'éveil de la nation qui écrit « Conférence nationale sur les données publiques et gouvernementales, le gouvernement togolais qui s'engage pour un développement technologique et innovant ». La preuve de l'engagement du Togo, nous l'avons vécu hier, quand le chef de l'État, Faure Gnassingbé, en personne, s'est déplacé pour lancer une infrastructure d'envergure. Monchoso,
Votre journal nous en parle. Togo Matin qui écrit construction d'un carrière hôtel. Faure Gnassingbé qui a posé la première pierre hier à Lomé. Et vous nous présentez que littéralement, le carrière hôtel, c'est tout simplement un hôtel. Enfin, le carrière hôtel signifie littéralement l'hôtel des acteurs majeurs des télécommunications. Il s'agit d'un espace de high-tech dont le chef de l'État a lancé hier la première pierre. Un espace qui permettra d'améliorer le quotidien des Togolais en ce qui concerne le coût de la qualité de connexion. Et donc, le coût de l'édifice est estimé à 12 milliards de francs CFA et est financé sous forme de crédit par la Banque mondiale, il faut le préciser. Et la Banque mondiale via le projet WARCIP, la Banque mondiale qui était déjà très active au Togo en matière de financement concernant effectivement tout ce qui est technologie, tout ce qui est nouvelles technologies numériques, etc. Et vous savez, et naturellement, quand on parle du high-tech, quand on parle des technologies numériques, il y a un ministère qui ne peut que porter à bout de bras ce projet, c'est le ministère donc dirigé par la personne de Madame Sina Lawson, qui était effectivement d'ailleurs là et qui effectivement a prononcé une adresse importante. Caria Hôtel, effectivement, c'est vrai que c'est un anglicisme qui interpelle. Il ne s'agit pas d'un hôtel, mais voilà des mots comme ça aujourd'hui qui accrochent, qui attirent, mais en gros, il faut retenir qu'il s'agit en fait d'un espace dédié à la connectivité Internet, à aider tout simplement à promouvoir d'une certaine manière tout ce qui est... C'est pas un hôtel où on prendra chambre pour faire des conférences ou dormir, c'est plutôt un espace qui va abriter de grandes infrastructures nécessaires pour booster la data technologie ici au Togo. Oui, je cite Togo Matin. Data technologie, écrivez-vous bien. Bien entendu, d'ailleurs même la semaine dernière, si je ne me trompe, le Togo a abrité une grande rencontre sur les data. Bon, les données statistiques, quoi. Oui, mais c'est-à-dire que bon, Isidore, il faut pas être choqué, il faut pas être que je craquille les je sais, c'est pour ça justement mais en fait, il faut faire confiance à un moment parce que n'importe comment tous reconnaissent que le Togo a été un pays pionnier en matière de nouvelles technologies à un moment. Maintenant, si nous nous sommes effectivement laissés dépasser par des gens, mais il faut aussi se faire confiance et se dire qu'à un moment, mais il y a des efforts sacrés qui se font quand même ici. Vous savez, toute l'administration togolaise est connectée, par exemple, depuis l'année dernière. Vous voyez, ça fait sourire Isidore et ça veut dire ce que ça veut dire, mais ce sont quand même des réalités claires. Il faut aller les toucher du doigt. Maintenant, toute initiative a forcément ses grandeurs et ses limites. Et donc, voilà. Cette conférence dont Montoso parlait tantôt, c'est l'un des articles du confrère L'éveil de la Nation qui revient sur cette conférence nationale sur les données publiques et gouvernementales, le Togo, qui s'engage pour un développement technologique innovant. Revenons donc au cas. Oui, je viens à vous juste compléter que pour revenir un peu sur le carrière hôtel dont le chef de l'État a lancé les travaux hier, Togo Matin encore citant ou bien s'inspirant des discours qui ont été délivrés hier, nous dit que le carrière hôtel permettra d'améliorer le quotidien des Togolais en ce qui concerne le coût et la qualité de la connexion Internet. Et cet espace va offrir des salles d'hébergement à destination des grandes entreprises et des petites aussi, et un espace technique qui permettra aux entreprises de venir héberger leurs serveurs et également avoir de l'Internet très haut débit à coût réduit à cet endroit. Isidore. Par quel moyen? Si nous ne sommes pas connectés à la fibre optique qu'on avait lancé plus d'une fois, mais c'est là où moi j'ai des problèmes à comprendre
la logique du gouvernement. Combien de fois on n'avait pas lancé la fibre optique et jusqu'à présent nous n'avons pas une connectivité digne de ce nom. C'est là où moi je pose problème. Nous sommes tous dans la technologie. Enfin, nous aujourd'hui, la connectivité est comme de l'électricité. Oui, Isidore, moi j'ai suivi le reportage que la TVT a réalisé hier. Oui. Les propos de la ministre Sina Larsson, les propos de celui qui va conduire les travaux et même les propos du représentant de la Banque mondiale. C'est des discours quand même qui sont porteurs d'une certaine ambition. C'est de la poudre aux yeux. Non. J'attends de voir. Merci beaucoup. Non, c'est des chimères. Non, parce qu'on nous a vendu des illusions il y a très longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réaliser un beau jour de bonnes choses. Bon, je veux vivement que ça puisse arriver. Oui. Et je mets ça comment dirais-je, dans le marketing politique. Pour pouvoir. Donc, nous sommes. Oui. Continuer à vous montrer vraiment saintement cette déclaration. Merci beaucoup. Ali Legrand. On nous a vendu de chimères. Moi, je commence là où le confrère Isidore a chuté. Espérons que ça puisse décoller un jour. Les travaux sont censés démarrer en janvier 2010. Je crois qu'ils ont parlé de 15 mois. Donc, pour dire j'espère que nous serons là après ces 15 mois-là. Bien sûr. Il n'y aura pas de Donc, justement pour dire rapidement que c'est le moment quand même de féliciter les autorités. C'est une première parce que oui, nous en prenons acte, mais au même moment il faut les encourager parce que quelque part. Vous venez de dire quelque chose tout de suite que ce sont des discours quand même. Faut prendre une ambition. Tout à fait. Mais on est aussi habitué au discours, comme Isidore l'a dit. Combien de fois les gens n'ont pas lancé la fibre optique dans ce pays? Donc c'est pour dire quelque part que certes le pessimisme vient de soi. Mais au même moment, il faut ce courage-là pour, à un moment donné, encourager ceux-là, qu'on le veuille ou non, qui sont au devant de la scène aujourd'hui, qui doivent mieux faire les choses, même s'ils ne le faisaient pas. Et je rappelle pour dire que dans l'article de Togo Matin, on parle quelque part en substance de la qualité et du coût de la connexion Internet. C'est ce que les autorités ont dit hier. Oui, justement, le Togo, nous sommes dans cette situation difficile, vous et moi. Et nous tous, nous savons ce qui sert un peu la connectivité à l'Internet, au Togo, le coût et surtout la qualité. Et donc, espérons que ce ne soit pas des discours en l'air libre, encore que le politique ne fait pas les choses seulement à n'importe quel moment de l'année ou n'importe comment. Bien sûr, nous sommes totalement en pleine campagne électorale. Oui. Et en politique, il faut avoir, à moins qu'on ne veut pas réussir, il faut cette manière de communiquer en temps opportun et pour pouvoir galvaniser. Merci. Et on va finir avec Jeff Leprince pour partir de ce que Ali Legrand disait. Encore, je m'en tiens au reportage que j'ai suivi sur la TVT hier, en marge de ces travaux-là, ou bien à son arrivée, à son départ, Faure Gnassingbé a été véritablement ovationné. Il a pris un bain de foule. Du coup, le lancement des travaux de la carrière hôtel et ce qui ressemble un peu à une certaine preuve de popularité de Faure Gnassingbé. On a vu les deux aspects hier. Donc, vous savez, dans la vie humaine, toute une population ne peut pas abandonner une seule personne. Au même moment qu'une partie va préférer s'aligner, l'autre partie va préférer adorer ou bien apprécier ce que l'autre camp est en train de détester. Là, c'est la loi de la nature. Pas dire le contraire, parce qu'on ne peut pas dire que Faure Gnassingbé serait au lancement hier et que toute la population de Lomé ne soit pas là pour lui donner l'accueil qu'il devait mériter en tant que chef de l'État. Mais en revenant au projet proprement dit, je pense que en tant qu'être vivant, nous devons espérer. C'est vrai qu'on nous a tenu des discours et que ça ne décolle jamais, mais soyons quand même pessimistes en disant un jour que ça va arriver, parce que nous sommes des êtres vivants. On ne doit pas penser négativement, comme Isidore me l'a toujours dit. C'est-à-dire que vous attirez la négativité vers vous quand vous pensez cette négativité. Donc je souhaite que vous accordez au moins le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute à ce projet, et après 15 mois, si Dieu veut, nous serons dans ce même studio pour décréter la véracité de ce lancement. Prête vie, nous en parlerons dans 15 mois. Eh bien, la carrière hôtel, là, je soupçonne plein d'ingénieurs qui travaillent depuis la conception, la réalisation et, disons,
lorsqu'il s'agira donc de faire fonctionner la carrière hôtel, il y aura beaucoup d'ingénieurs de différents secteurs. Ces ingénieurs qui se retrouvent en journée nationale des ingénieurs. Pour nous en parler, nous avons notre vieil ami Maurice Bagny. Bonjour. Bonjour Sassa, bonjour chers amis, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Eh bien, vous êtes le président du comité d'organisation de cette journée nationale des ingénieurs. Ce sera quand? Ce sera le vendredi prochain, vendredi 7 décembre. Nous commençons et le samedi à 8 décembre. Il y a essentiellement une grande exposition des œuvres et réalisations des ingénieurs le matin et dans la soirée, une soirée de gala. Merci. Mais je disais que aussi bien en amont qu'en aval de la carrière hôtel, je soupçonne qu'il y aura plein d'ingénieurs de différents métiers qui y travaillent ou bien qui y travailleront. Tout à fait, puisque le cœur de la chose, on parle de technologie, et donc vous avez aujourd'hui tous ceux qui sont dans les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Vous avez des ingénieurs électriciens, informatiques, télécoms, mais aussi c'est un bâtiment qui va être construit. Et donc quand on dit construction de bâtiment, vous avez les ingénieurs génie civil qui vont intervenir, et dans cette construction, ce sont de gros engins qu'on va utiliser. Donc vous allez avoir des ingénieurs mécaniciens également qui vont intervenir, et d'autres corps, puisqu'on va parler de données ainsi de suite, il faut des statisticiens. Donc voilà, c'est un monde, ce genre de projet, on parle de 12 milliards. Et on parle également de francs CFA, voilà. Et on parle également de prêts bancaires. Et donc ce genre de projet, il faut bien le concevoir, bien faire les études. Et aujourd'hui, nous sommes dans le monde de la technologie. Les choses évoluent ailleurs. Et donc nous, en Afrique, nous devons être capables et d'être réactifs et de pouvoir faire des sauts technologiques. Et on ne va pas recommencer, on parlait tout à l'heure de la qualité de la connexion, ainsi de suite. Et du coup, justement, puisque tout tourne autour de ça. Donc, bien concevoir le projet et bien le mettre en œuvre. Et le mettre en œuvre, après, il faut bien utiliser ce qui est construit, maintenir et tout ça. S'il n'y a pas les bonnes personnes, on est parti à la catastrophe. Parce que vous avez dit, c'est 12 milliards de francs CFA qui vont servir à ériger l'espace carré hôtel. C'est un prêt que nous devons rembourser. Effectivement. Et donc, il faut qu'on le fasse bien, avec les bonnes personnes qui maîtrisent les règles de l'art professionnel, mais aussi qu'on utilise après correctement pour pouvoir rembourser ce prêt-là et donc on va dire être rentable. Sur les ingénieurs qui sont aussi bien à la conception et qui seront à la maintenance. Il faut compter sur les ingénieurs. On ne peut pas le faire autrement. Il n'y a que les ingénieurs qui peuvent étudier, concevoir, exploiter, après optimiser en termes d'utilisation. Tous ces ingénieurs-là vont se retrouver en journée nationale des ingénieurs le vendredi prochain. Alors, voulez-vous nous résumer le processus qui vous a conduit à cette journée nationale des ingénieurs? Voilà, c'est la base de la chose. La journée ne sort pas de quelque part, si ce n'est le processus de création de l'ordre national des ingénieurs que nous avons entamé depuis un moment. Parce que en revenant un peu à ce projet-là, l'ordre national des ingénieurs aurait existé déjà, que pour ce projet, nous aurions eu un avis à donner là-dessus. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est un prêt qui va engager toute la nation, on va devoir le payer. Et donc, il faut qu'on s'assure que c'est bien fait, que ça soit rentable pour le pays. On est dans l'ordre de ce processus-là, après que tous les ingénieurs aient approuvé des projets de test de loi à proposer au gouvernement, que nous avons eu cette idée de démontrer en fait le potentiel de l'ingénieur dans la société. Et pour cette première édition de la journée nationale, nous avons pris comme thème l'ingénieur dans le développement du Togo. Et autour de ce thème, nous avons 4 objectifs. Le premier, c'est d'inciter les ingénieurs togolais à l'innovation et à la création de richesses, parce que c'est eux qui ont la responsabilité de le faire. La deuxième chose, c'est de penser en même temps à la relève qui doit être assurée. Et en faisant la promotion du métier d'ingénieur auprès des jeunes, on voit aujourd'hui que beaucoup préfèrent aller vers les langues et vers d'autres matières qui n'influent pas directement, on va dire, sur la croissance, le développement du pays, même si ce sont des domaines qui sont importants également pour l'équilibre d'un pays. Donc, faire la promotion du métier d'ingénieur. En troisième lieu, c'est d'amener les ingénieurs à comprendre qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de la nation. Et cette responsabilité-là, c'est en l'exerçant dans un corps professionnel. Et suivant des règles de déontologie, suivant des règles d'éthique. Et le dernier objectif, enfin, c'est de valoriser les ingénieurs togolais auprès des décideurs
pour qu'on leur fasse plus confiance auprès du public. Et il n'est de jour qui ne passe où on ne nous appelle que pour jouer au sapeur-pompier. Quand vous avez construit un bâtiment, que vous avez mis 100 millions dedans, que après vous voyez des poteaux qui se fendillent complètement parce que les gens n'ont pas fait les études nécessaires. Et nous, quand on vient, tout ce qu'on peut, malgré nous, hein, le cœur saignant, tout ce qu'on peut dire, c'est bon, on détruit, on recommence. Parce que là où ça y est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire pour maintenir. Et donc, c'est d'amener la population, le public à comprendre que les travaux d'ingénierie, il faut les confier à des gens qui ont les compétences pour le faire. Il faut donc, que les ingénieurs se retrouvent pour se faire valoir et s'imposer à qui de droit. Eh bien, ces ingénieurs de divers métiers qui sont sortis de différentes écoles ici au Togo ou ailleurs, vous devez être un certain nombre. Alors, quelles sont les conditions que vos collègues ingénieurs devront remplir pour participer à votre journée nationale? Aujourd'hui, déjà, nous avons une plateforme qui regroupe les ingénieurs qui sont autour de 450 du Togo et aussi de la diaspora. Et donc, il y avait des liens d'inscription où les gens se sont inscrits en ligne pour participer à ces journées-là, autant ceux qui sont sur le territoire que ceux qui sont dans la diaspora. Et donc, ce côté, aujourd'hui, on l'a pratiquement bouclé. Mais au-delà de ces personnes, également, les opérateurs économiques, les sociétés qui sont là, nous les avons invités. Les autorités nationales, elles ont été également invitées. La société civile, ils sont invités donc à prendre part aux activités. Et le clou, on va dire, de ces journées, c'est la grande exposition que nous faisons le samedi à partir de 8h à l'hôtel du 2 février, où nous faisons appel à toute la population, y compris ceux que nous avons cités déjà, et donc les élèves, les étudiants, à venir voir ce que les compatriotes togolais ingénieurs ont déjà réalisé et ce dont ils sont capables également, et pour qu'on puisse impulser le développement du pays. Je présume qu'un bon ingénieur qui se respecte comme vous l'êtes, tous les moyens sont déjà remplis pour votre journée nationale. Oui, globalement, nous allons le dire, mais nous sommes dans une dynamique de synergie, de développement. Nous pouvons faire des choses, mais il y a déjà des entreprises qui sont installées, qui ont besoin que nous les aidions à croître. Et donc, nous faisons appel au partenariat de ces entreprises-là. Il y a certaines déjà qui se sont annoncées et qui soutiennent l'organisation de l'événement. Et c'est le lieu, j'en profite en même temps pour dire à ceux qui traînent encore de rejoindre la dynamique, parce que c'est déjà un événement inédit et nous avons une grande visibilité qui sera offerte donc à toutes ces personnes, à tous ces partenaires, ces sociétés togolaises. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui étais distrait, mais votre journée nationale sera où? La journée nationale sera à l'hôtel du 2 février. Et l'hôtel du 2 février, la salle Fazao essentiellement, qui va accueillir la plupart des événements, y compris l'exposition. Merci. Isidore Akolo qui manifeste un intérêt, oui, non, même s'il n'est pas ingénieur. Non, c'est pour saluer, j'en connais beaucoup, et d'ingénieurs qui sont sortis de l'ENSI et qui ont impacté l'économie togolaise. Qui continue d'ailleurs. Qui continue de le faire. Et excusez-moi d'avoir utilisé le passé. Et je les encourage à être plus dans l'innovation. Parce que c'est en cela qu'on les recherche. Aujourd'hui, on parle de start-upers. Il n'y en a pas assez, alors que c'est les ingénieurs. Et je souhaiterais qu'ils puissent associer aussi ces jeunes qui sont au niveau de DECON, qui ont une technologie, non pas un niveau élevé dans l'instruction, mais qui ont une capacité de réflexion et d'application. C'est des développeurs en potentiel. Il faut les approcher, parce que je ne voulais pas faire offense à certains ingénieurs qui sont dans des bureaux bien bradés de diplômes, mais qui font recours à ces jeunes qui sont à DECON et à midi ou tard dans la nuit pour venir réparer des pannes dans leur institution. Notre ami Marius, vous avez compris? Oui, je suis parfaitement d'accord. Pour ajouter un peu, on connaît des ingénieurs qui portent trop des costumes avec cravate
et puis des ingénieurs bardés de diplômes, mais qu'on ne découvre pas toujours sur le terrain de l'innovation, de la créativité. Tout à fait. Le rôle de l'ingénieur, sa genèse elle-même, c'est l'innovation. Ça part de là. ODD numéro 9. Oui, je suis d'accord, nous sommes dans les ODD aussi. En fait, il y a deux choses qu'il faut voir. La première chose, c'est que quand vous prenez un médecin, après ces 7 ans d'études, sa spécialisation, ainsi de suite, ce médecin ne fait plus d'injection. Il y a des infirmières. Voilà. Donc, il y a un lien qui doit avoir entre les ingénieurs, les techniciens supérieurs et ces ouvriers-là, des ouvriers qualifiés. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ceux dont vous parlez, il y a des gens qui ont de l'esprit, qui ont de l'innovation. Mais je vous donne un exemple. Coder, par exemple, faire un site web et coder, et que ça soit bien référencé, qu'on puisse l'utiliser. Quand on fait des recherches, on puisse le retrouver rapidement. Il y a une certaine ossature, il y a une certaine règle, il y a des normes qu'il faut respecter, que ces jeunes ne comprennent pas toujours, même s'ils sont très bons en innovation. Le lien que nous apportons, que l'ordre doit apporter demain, c'est que les ingénieurs travaillent avec ceux-là qui ont de l'esprit de l'innovation pour leur donner un encadrement, une formation. Vous prenez des mécaniciens aujourd'hui, parce que depuis qu'on a commencé, quand je rencontre les bonnes dames, c'est là où elles se plaignent. Elles disent, bon, vous faites pour les ingénieurs, mais chaque fois que nos voitures vont au garage, ça revient avec plus de problèmes que à l'entrée. Nous-mêmes, nous avons ces problèmes, parce que peut-être nous sommes techniciens sur certaines choses, il y a des choses qu'on peut regarder. Mais vous prenez l'électricien, vous lui dites de venir vous faire un travail à la maison. Quand il part, vous êtes déçu parce que la peinture, il a tellement sali le mur que il faut appeler un peintre derrière. Toutes ces personnes, l'ordre va les encadrer pour qu'ils puissent travailler c'est ce qu'on appelle les ouvriers qualifiés. Pour que nous, dans la grande conception que nous faisions, pour le mettre en œuvre pratiquement sur le terrain, c'est eux. Ils peuvent très rapidement le faire. Merci beaucoup. Eh bien, les ingénieurs qui se retrouvent pour leur journée nationale le vendredi dernier, avec peut-être un rêve qu'ils en sortiront avec un ordre qui va codifier les différents métiers. Et puis également cette exposition le samedi, c'est juste l'annonce que nous faisons parce que ça nous intéresse. Et si ça vous intéresse aussi, vous connaissez où se trouve l'hôtel 2 février pour le vendredi. Ali Legrand, l'hôtel 2 février c'est juste à côté ici. Oui, bien sûr, c'est juste à côté. Mais je voudrais d'abord féliciter l'ordre des ingénieurs. Ça fait 2 fois que vous félicitez aujourd'hui. Pour dire quand même que il a relevé quelque chose de très important, moi, qui m'a plu, parce que il disait que c'est l'occasion que ceux qui ils connaissent le métier, soit associés à la chose avec l'installation de la database là, que le gouvernement a annoncé en grand pompe hier, pour dire que il faut que l'on puisse trouver les personnes qu'il faut pour faire le travail nécessaire et de laisser ces personnes-là travailler en toute conscience professionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'il est le chef d'équipe, il va falloir qu'il puisse recruter. Elle est main libre pour recruter ceux qu'il faut, ceux qui peuvent travailler avec lui valablement pour que le bâtiment, les infrastructures, ce qu'il faut puisse être assis dans les normes. Parce que on sait un peu comment ça se passe. Il y a beaucoup de discours, mais qu'en coulisses, bon, parce que peut-être tu n'es pas militant, tu n'es pas mon frère, tu n'es pas mon beau, donc justement, tu ne pourras pas y travailler. Je pense qu'il y a tous ces aspects-là. L'ingénieur ne connaît pas d'amis. L'ingénieur ne connaît pas de frères, ni de sœurs, ni de partisans. L'ingénieur ne connaît que des données. N'est-ce pas, Marius? C'est tout à fait ça. L'ingénieur ne connaît que la science. La science, elle est universelle. Si pour monter un bâtiment, il faut d'abord déjà faire, en termes d'études, faire des calculs correctement. Et après, une fois que les calculs sont faits, il faut les confirmer. Et une fois qu'on a confirmé tout cela, on passe à la réalisation avec les bonnes personnes. C'est ce qu'il sait faire. Maintenant, qu'il soit à Dapan ou qu'il soit au bord du lac, qu'il soit beau ou vilain, qu'il ait un rouge ou un jaune, c'est la science qu'il applique. Merci tout simplement. Alors, un auditeur voudrait savoir rapidement, ingénieur dans quel domaine? Nous avons considéré les génies des sciences fondamentales, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du civil, donc les ingénieurs civils et les génies qui sont connexes au civil, les ingénieurs du génie électrique et les génies qui sont connexes, par exemple l'informatique, l'électronique, la télécommunication aujourd'hui, découlent du génie électrique. Et enfin donc le génie mécanique, où tout ce qui est industriel, tout ce qui est automatisme découle également de là. C'est la base de l'ingénierie, donc ce sont ceux-là que nous considérons. On va finir avec même les ingénieurs en menuiserie et ébénisterie qui fabriquent des sièges qui tiennent debout. Marius, si oui, tout à fait, parce que là, ok, bon, on va accepter. Oui, voilà. Merci beaucoup. On va accepter ainsi.
Bon, ils ne sont Et pas... surtout les tourneurs. Les tourneurs, parce que c'est eux qui ont plus d'ingéniosité. Merci faut les beaucoup. encadrer, Nous quittons les ingénieurs pour la politique. Dans l'introduction, nous avons dit que les Togolais doivent se balancer aujourd'hui entre suivre le mot d'ordre Togo mort que la coalition a décrété ou bien le démarrage de la campagne électorale. Je reviens encore à ce titre de Actu Express qui résume tout. Actu Express, vous nous rappelez vous-même le titre que vous consacrez à cette journée? C'est très simple. On a dit entre Togo mort et la campagne électorale, les Togolais perplexes. Merci beaucoup. Entre Togo mort et Togo vivant qui se lance en campagne, il y a plein de Togolais qui se montrent perplexes. Tout est prêt pour le 20 décembre. Ça peut être à la fin point d'interrogation ou point d'exclamation. Commençons par cette polémique qui est née le week-end dernier et sur laquelle revient Actu Express. Les 4 vérités de la vice-présidente du Parlement de la CEDEAO qui donne du tournis au pouvoir du Togo, Isidore Akolo. Vous rappelez les propos de Dame Aminata Toungara, vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, qui a jeté de gros pavés dans la mare et qui suscite plein de débats. Évidemment, et c'est pour une première fois qu'une dame a eu ce courage de dire les 4 vérités et de dire tout ce que les chefs d'État pensent tout bas. C'est vrai, nous sommes souverains, mais de mémoire de journaliste ou de Togolais que je suis, c'est l'élection la plus, comment dirais-je, problématique que nous abordons cette année. On a le courage de le dire. Et on a eu à boycotter certaines élections législatives et autres, mais ce n'était pas dès le départ. Et même la CENI, tout l'organe en charge d'organiser ce scrutin n'était pas aussi contesté. Donc ça veut dire que quand les prémices sont fausses, les conclusions ne peuvent qu'être... Disons que c'est des élections... Ça veut dire que même les résultats qu'ils en sortiront seront contestés. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces élections se tiennent dans un contexte particulier, ce qui a poussé la dame Toungara, qui se prévaut de son titre de député de la CEDEAO, pour souhaiter que les élections soient reportées. Elle a dit à haute et intelligible voix, et les réponses lui arrivent aussi. La preuve ce matin, c'est le confrère Le Messager qui écrit que la CEDEAO se montre mécontente, et Le Messager nous parle des dessous de la sortie inopportune de la dame Aminata Toungara. Le ministre Gilbert Bavara lui a également répondu à sa façon dans une émission sur une chaîne de télévision consoeur le samedi dernier. Mais malgré les propos de la dame Toungara et les réponses qui lui viennent, tout est mis en place pour que nous allions vraiment à ces élections. La preuve, le confrère L'Union qui écrit aujourd'hui que tout est fait prêt pour une nouvelle législature. L'Union qui parle aussi du démarrage de la campagne électorale ce mardi. Autre journal, c'est l'Audience. Le journal L'Audience de Ali Legrand. Vous écrivez à la page 4 que la FOSE, la Force Spéciale Élection 2018, est aussi prête. Cette force spéciale qui a dévoilé son ordre d'opération. Il ne saurait pas y avoir d'élection sans sécurité. Ah oui, il ne saurait pas avoir d'élection sans sécurité. C'était le jeudi dernier à Lomé, justement, les responsables régionaux, enfin, en termes de sécurité, jusqu'à la hiérarchie présidée par le général Yak Damiran, dans un hôtel de la place, ils essayaient de remettre les pendules à l'heure, enfin, de mettre les points sur les i. Ne serait-ce que la toute dernière préparation avant l'échéance fatidique, enfin le tournoi décisif qui commence aujourd'hui, puisque la sécurisation des élections, c'est aussi déjà aussi bien du recensement, de la campagne que du jour du scrutin jusqu'à la proclamation des résultats. Et aussi après. Et aussi après, bon, enfin, jusqu'au dépôt de rapport et tout.
Donc pour dire que, enfin, tout est fin prêt, évidemment, comme le confrère de l'Union l'a dit, et que les Togolais, en tout cas, du moins ceux qui le souhaitent, sont aux urnes le 20 décembre. Merci. Autre élément qui nous fonde à dire que on est prêt. Là, c'est Togo Matin qui nous le rappelle. Vous écrivez à la page 3 que les partis politiques, les groupes de partis politiques et les listes indépendantes ont reçu depuis hier les spécimens des bulletins de vote avec lesquels ces candidats iront battre campagne à partir de ce jour. Tout à fait. C'était hier au siège donc de la Commission électorale nationale indépendante et le professeur Kadanga, disons plutôt le président de la CENI, le président de la CENI universitaire de son état, le professeur Kadanga, parce que le titre les suit de toute façon après tout. Kadanga donc rappelait effectivement que ces spécimens permettront effectivement aux candidats de pouvoir pouvoir faire de simulation. Oui, surtout de présenter à leurs potentiels électeurs et de les aider justement au cours de leurs opérations de charme. C'est important parce que vous savez que nous allons assister à des élections particulières et il faut faire un distinguo effectivement entre ces spécimens et les bulletins. Bon, parce pour dire que les indépendants sur les bulletins de vote, ceux qui sont en campagne montreront leur logo, leur couleur et la position qu'ils occupent sur le bulletin unique. Et sachant justement qu'il y a beaucoup d'indépendants cette fois-ci, c'est-à-dire qui ne sont des gens qui ne sont pas politiquement marqués à proprement parler. Mais qui s'invitent quand même dans la bataille forcément, politique. Oui, donc qui ont des couleurs politiques. Non, oui, ils n'ont pas d'étiquette politique. Donc c'est important et ça, il faut effectivement que les candidats ou les partis politiques engagés dans la course puissent effectivement travailler à faire. Merci. Autre élément également. Juste pour le spécimen. C'est très important. Oui. Ça permet aussi de faire l'assimilation pour permettre comment voter, comment Exactement. plier, pour ne pas entacher et avoir des bulletins nuls. Bon, les candidats vont dire ça. Comment voter, soit avec son empreinte digitale ou bien avec sa signature. Comment plier le bulletin pour que votre vote n'aille pas figurer à la place de quelqu'un d'autre. Autre élément également portant sur les préparatifs, il faut que la CENI travaille bien, il faut la sécurité, mais il faut également qu'il y ait des observateurs étrangers à ces élections. Il y a d'abord ceux que la CEDEAO nous a dépêchés, mais le confrère Vertu des Peuples nous apprend ce matin que le Conseil de l'Entente entend envoyer une mission d'observation électorale pour les législatives. Eh bien, Jeff le Prince, à part la CEDEAO qui a envoyé ses observateurs, après le Conseil de l'Entente qui promet nous envoyer aussi, est-ce que vous avez connaissance d'autres institutions nationales ou internationales qui est disposé à envoyer des observateurs? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Comme nous devons parler des faits, j'ai eu seulement rencontré des observateurs de la CEDEAO lors du recensement. Et quand j'ai cherché à comprendre, ces observateurs nous ont dit à la CELI d'Arenho justement qu'ils sont là pour tout le processus, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, pour connaissance aujourd'hui, c'est la CEDEAO, le Conseil d'entente, comparativement aux élections qui sont passées dans notre pays où nous voyons la société civile et d'autres organisations qui envoient des observateurs. Peut-être que ces organisations ne s'annoncent pas encore, ou bien on les verra sur le terrain. Donc je garde l'anonymat pour le moment pour ne pas dire qu'il n'y a pas d'autres, mais nous attendons de voir les jours à venir si nous observerons d'autres observateurs sur le terrain. Merci beaucoup. Et puis, dernier élément des préparatifs pour s'ajouter à la CENI, à la sécurité, à l'observation. Pour les élections, on a besoin des candidats. Et les candidats, ils viennent des partis comme UNI, le PDP, le NET, la CPP, le MRC, et des candidats indépendants qui sont en course pour les 91 sièges au Parlement. Et Togo Matin dit que le pari pour ces 850 candidats, c'est gagner un siège ici à Lomé.
un peu partout au Togo. Et je tombe également sur le confrère, l'audience qui écrit que l'UFC de Gilkis Olympio se dit prête à remplacer UNI et à gouverner, pour dire que l'UFC avec beaucoup de courage est sorti devant la presse pour lancer sa campagne, et l'UFC qui ambitionne remporter la majorité pour les élections législatives, mais la bataille sera rude, puisque de l'autre côté, l'UNI ambitionne pas moins de 4/5 des sièges au futur Parlement. Disait la Color que pour dire que la bataille risque d'être dure au moins entre UNI et l'UFC. Parce que ce sont ces deux partis-là qui affichent les plus grandes ambitions. Non, cette parole, je l'avais entendue dans la législature, enfin, la campagne de 2013, où l'UFC disait que bon, il va rafler les sièges et gouverner, mais il s'en est sorti avec combien de députés qui se compte du bout des doigts. Bon, maintenant, pour être plus sérieux, vous n'étiez pas sérieux avant? Permettez que je puisse aller au bout de ma réflexion. Non, l'enjeu véritable, c'est la conservation du pouvoir. Pour unir. Et ne soyez pas étonnés que l'UNIR puisse atteindre les 4/5 de députés avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et vous avez vu, je parlais tantôt de l'élection la plus controversée que moi j'ai jamais vécue au Togo. Et auparavant, au moins l'Union européenne et d'autres organisations, l'Union africaine, envoyaient des observateurs avant, pendant et après les élections. Aujourd'hui, posons la question de savoir pourquoi toutes ces institutions n'envoient pas des observateurs. Et il nous souvient que on avait suscité des observateurs nationaux de la société civile, et ils ont élevé la voix, ils ont tout fait pour pouvoir suivre, ne serait-ce que jouer le rôle de vigie qu'ils ont eu à jouer dans les deux dernières élections que nous avons eues, 2013 et 2015, et qui sonnaient le tocsin quand il y a problème quelque part et réglaient les choses. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. On est dans un processus unilatéral, et on a le courage de le dire, et c'est ça qui me peine. Oui, à propos de société civile qui observait les élections chez nous ici, cette année, je ne sais pas s'il y en a des observateurs nationaux, mais quelques organisations de la société civile qu'on connaît. Par exemple, quand je dis le Front citoyen Togo debout, quand je dis encore... non, il faut parler de concertation nationale de la société civile. Oui, enfin, je parle des organisations qui s'expriment actuellement. Le Front citoyen Togo debout, qui dit, à qui veut l'entendre, qui n'est pas d'accord avec la façon dont les élections se font. Il y a également le mouvement Espérance pour le Togo, qui dit haut et fort ce qu'il pense. Il y a aussi le G7. Le G7, dont on peut dire qu'il souhaiterait également que les élections soient reportées pour une meilleure organisation, plus inclusive. Bon, c'est ces associations, organisations qui s'expriment abondamment ces derniers temps. C'est pourquoi je vous demandais, Jeff, si vous avez connaissance des observateurs internationaux ou nationaux pour les élections. Non, je maintiens ma réponse. Je n'ai pas vu d'observateur à part ce que vous avez cité, c'est le Conseil de l'Entente. Même au plan national. Pour le moment, non. Pour le plan national. Mais je voulais juste ajouter que par les élections antérieures, quand il s'agit d'une élection législative, il n'y avait pas un jeu d'observateurs nationaux souvent. C'est lors des élections présidentielles que souvent nous voyons l'engouement des observateurs autour. Et n'oubliez pas que c'est les partenaires financiers qui accordent les moyens nécessaires à ces sociétés civiles, à ces organisations de la société civile à pouvoir observer les élections. Mais quand il s'agit des législatives, souvent il n'y a pas d'engouement autour. Mais nous attendons les jours à venir pour voir, à part 2007 où on était sorti après 2005-2007 organisé par le Premier ministre Agboibo à l'époque,
où on disait que les droits de l'homme étaient bafoués au Togo. Il y avait un engouement autour des observateurs pour observer ces législatives en 2007, si j'ai bonne mémoire. Mais pour 2013, il n'y a pas tellement d'engouement. Mais présidentielle 2015, il fallait voir de gauche à droite les observateurs qui prenaient d'assaut tous les bureaux de vote. Mais pour ces élections législatives, nous attendons les jours à venir pour voir exactement si ça va se passer comme ça ou pas. Ben, aujourd'hui, si je fais la lecture politique, si tu le permets, ce qui veut dire justement que est-ce que la Constitution oblige les citoyens à voter? Notre Constitution, la Constitution togolaise oblige les citoyens togolais à voter? Non. Ça veut dire que les gens ont choisi délibérément soit à avoir leur carte d'électeur, à se prononcer au jour des législatives, ou soit les gens ont décidé de ne pas avoir leur carte d'électeur, ou soit avoir la carte d'électeur et de ne pas voter. Donc, c'est un choix. La Constitution n'oblige personne, comme ça se fait dans d'autres pays. Le deuxième aspect de la chose, la Constitution autorise le droit de manifester. C'est-à-dire, les Togolais ont le droit de manifester si ça ne va pas. Au même moment, il ne faut pas oublier que quand vous manifestez, vous devez donner la chance à ceux qui ne veulent pas manifester de vaquer librement à leurs occupations. Pour exemple, la France dont nous parlons, un pays démocratique, il y a manifestation ces derniers jours. Mais si vous êtes sous le coup de la loi, je pense que en ce moment, les autorités prendront les dispositions nécessaires pour sévir. À propos des manifestations, il y a cette disposition que le gouvernement a annoncée pour dire que nul ne saurait faire des manifestations de rue en période électorale. Oui, il faut pas oublier aussi que quand vous prenez le registre du ministère de l'administration territoriale, nous avons plus de 100 partis politiques. Nous avons plus de 100 partis politiques. Et sur les 100 partis politiques, il y a des partis politiques qui sont dynamiques, que nous voyons sur le terrain tous les jours. Et parmi ces partis politiques, il y a d'autres qui ont choisi de ne pas aller à ces élections. Il y a d'autres partis politiques qui ont choisi d'aller à cette élection. Je pense aussi que c'est une manière de s'exprimer, c'est la liberté d'expression pour les partis politiques de faire leur choix. Merci. Soit nous allons à cette élection, ou bien nous n'allons pas à cette élection. Ça nous amène à la liberté. Non, cette décision-là, oui. il faut avoir le courage la décision que le gouvernement a prise d'interdire les manifestations de la coalition durant la campagne électorale. Ce n'est pas normal. Parce que la campagne ne saurait faire ombrage ou obstruction aux activités régaliennes des partis politiques. Nulle part, ça ne se fait. Ayons le courage de le dire. Merci beaucoup. Alors, je parlais de liberté. On est libre de voter, de ne pas voter. Et la liberté telle que le comédien français Coluche en parlait, la liberté, c'est un mot qui a fait le tour du monde et qui n'en est pas revenu. La liberté est un mot qui a fait le tour du monde et qui n'en est pas revenu. Et bon, les préparatifs, on a abordé tous les chapitres, la CENI, les partis politiques en lice, l'observation, la sécurité, les spécimens de bulletins qui sont déjà disponibles. C'est dire que la campagne est partie depuis 11h55 ce matin. Monchoso. En effet, mais juste un mot sur l'observation. Oui. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que toutes les organisations internationales ne s'intéressent pas aux législatives. Si je ne me trompe, nous pouvons toujours chercher. L'Union européenne, vous savez, faire déplacer des observateurs coûte cher. L'Union européenne, les Nations unies ne s'intéressent pas à couvrir avec leurs observateurs les élections législatives. Ça, je le dis, je le répète, nous pouvons toujours chercher. Nous sommes journalistes, mais nous sommes curieux. Comme je le rappelais, en 2007, je faisais partie de cette organisation. Et les élections législatives de 2007 pour observer tout le processus de Lomé jusqu'à 5 Voilà, les législatives de 2007, n'oublions pas, donner le clap de reprise de la coopération avec l'international. Ça, c'était très important. Il était question. En 2007, il était question de le Premier ministre. Si on peut écouter celui qui parle, on réagira après. Exactement. C'est l'élection même qui permettait à la communauté internationale de mesurer, de jauger à un moment le retour à une certaine sérénité au Togo. Et je crois, et Agboibo a toujours mis ça à son actif parce qu'il était Premier ministre. Ne nous trompons pas. Et toute la communauté internationale était très très mobilisée. C'était des élections législatives particulières, on est bien d'accord. Et c'est après, effectivement, ces législatives
qu'on a vu par exemple l'Allemagne annoncer à grande pompe sa reprise de la coopération, etc. Alors que pendant des dizaines d'années, enfin au moins une dizaine d'années, ces pays avaient rompu leur coopération d'une certaine manière. Merci. Avec le Togo. Donc tous les ingrédients sont en place et que la campagne électorale est effective depuis 11h56 depuis 0h ce matin. La campagne est lancée et les journaux en parlent abondamment. Le Messager qui nous rappelle que la campagne s'est ouverte depuis ce matin à 0h avec rappel que 850 candidats à travers 130 listes. Pourquoi 850 ou 856 c'est pour arrondir que les gens parlent de 856 pour être très précis. Merci pour la précision. L'éveil de la nation nous dit aussi que la campagne s'est ouverte ce matin. Plusieurs partis d'opposition et des indépendants qui se disputent les sièges avec UNI, autre journal encore, Vox Populi, la voix du peuple, qui écrit à la page 2, les élections législatives 2010 au Togo, des candidats pour un grand défi. Ce défi, vérité des peuples, nous le dit aussi à la page 3, unir le PDP, le NET, la CPP, le MRC et des candidats indépendants dans la course pour 91 il y a le parti, sièges. Il y a le parti clé, le MP. Le parti clé. Le MPDD également en course. Il faut pas les oublier. Donc, tous ces partis-là en liste. Et vous rappelez encore, mon Tchosso, votre journal Togo Matin, l'enjeu, enfin, le pari, c'est que tous ces partis politiques ou listes indépendantes, c'est s'en sortir au moins avec un siège. Avec un siège et en fin de compte, ou après le 20 décembre, ce qui nous intéresse et notre grande soif, en tout cas nous autres, pour pragmatiques que nous sommes, parce qu'il faut être en phase avec la réalité, parce que on a tellement annoncé de choses, mais finalement nous sommes en plein dedans. Qu'est-ce qu'on n'a pas annoncé? On a annoncé, beaucoup ont annoncé même avec certitude le report, etc. Bon, bref. Finalement, la campagne, le top départ de la campagne a été donné. Même une parlementaire de la CEDEAO a raté de garder le silence un moment, parce que quand on est parlementaire pour se prononcer, et quand on a un poste d'importance comme cela, pour se prononcer, mon humble avis est que il faut être sûr peut-être que sa parole ou ses mots puissent avoir justement des effets. Pour moi, aujourd'hui, finalement, avec justement le top départ de cette campagne qui est annoncée, mais Madame Amina Tungara, en tout cas du moins Tungara, a raté de se taire. Parce que avant de placer un mot, parlementaire de la CEDEAO n'a fait que user de son droit. Non, oui, c'est tout à fait bien, mais moi j'estime que, et par rapport au poste, elle est vice-présidente quand même du Parlement de la CEDEAO. Et pour moi, pour placer un mot, parce que le contexte, c'est un contexte de crise, elle fait bien de souligner effectivement que le Togo est un pays d'enjeu dans la sous-région. Elle a souligné si bien elle-même. Et justement, pour placer ces mots sur un contexte, ou en tout cas, ou pour parler d'un contexte de crise que le Togo vit, il faut s'assurer effectivement que ces propos puissent avoir un effet. Certes, malheureusement, c'est la liberté d'opinion. Mais non, c'est sûr. En France, c'est sûr. Non, c'est très sûr. Parlementaires, c'est évident. C'est évident. Emmanuel Macron, ce que je dis, qui disent des déclarations qui vont à l'encontre de la politique du gouvernement. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ce que je dis, que je répète, quand on a une telle responsabilité, il faut s'assurer que ces propos puissent avoir des effets.
Merci. Mais tous avoir des effets. Et Gilbert Bara a dit, en répondant à la dame, justement que... juste rappeler que la liberté, c'est vraiment nos limites. Et Paulus disait que la liberté, fait le tour du monde, qui n'est pas revenu. Mais nous respectons... Elle a le mérite de dire ce qu'elle pense. Et l'histoire retiendra. C'est justement ce que le monde n'a pas gardé le mutisme. Chacun dit ce qu'il pense. C'est ça la valeur. Quand j'ai raison ou tort, ça, c'est une autre paire de manches. Pour finir avec la campagne a été lancée solennellement, officiellement hier soir par le président de la CENI, le professeur Katanga. Et je résume les propos du professeur Katanga, c'est que les élections se passent, que la campagne et les élections se passent dans la paix et dans la transparence. Ali Legrand, la sérénité. Je pense que c'est tout ce que tous les Togolais souhaitent, c'est d'ailleurs la communauté internationale dont nous venons de parler. Pour dire que à chaque fois, c'est vrai que c'est des propos diplomatiques et politiques, mais le Togo, ces élections, le scrutin du 20 décembre avec la campagne qui vient de démarrer ce matin, se déroule, ou du moins ça a commencé dans un contexte particulier. Nous ne faisons que rappeler ça au jour le jour. Particulier, si bien que les uns les autres, même les partisans de UNIR, au sein même du parti UNIR, il y a certainement des gens qui se demandent qu'est-ce que demain sera fait. Les gens vous ont confié ces indiscrétions? Non, objectivement, la situation n'arrange personne. J'ose croire que au sein du parti UNIR, j'en connais d'ailleurs, qui sont des hommes d'affaires et qui ont vu quand même leur chiffre d'affaires beaucoup chuter. Et donc, bien évidemment, personne ne souhaite que demain, que les choses se passent un tout petit peu mal. Et donc, le seul souhait, c'est que tout se déroule dans les normes et que le 20 décembre soit vraiment une journée porteur et qu'après les résultats, qu'on puisse avoir ce que je pense que la plupart souhaitent, le renouvellement de la classe politique, parce que moi, personnellement, et ça n'engage que moi, j'en suis fatigué de cette classe politique qui, depuis des décennies, nous ont fatigués énormément. Et finalement, au Togo, il n'y a jamais eu de date d'élection initialement qui puisse être tenue sans report. Et donc, même la législative actuelle... fatigué de la classe politique, entrer en politique... Non, pour dire quand même que, avec le dilatoire qui se fait... Oui. Des deux côtés, au niveau des acteurs politiques, il va falloir que on puisse évoluer. Il se peut qu'après le 20 décembre, avec des nouvelles têtes que nous aurons, que les choses puissent évoluer mieux à l'Assemblée. Parce que ces scrutins-là, qui devraient avoir lieu, si ma mémoire est bonne, je ne me rappelle pas de la date précise, qui devait avoir lieu en novembre. En août ou en novembre, enfin en août. Ont été reportés sur le 20 décembre avec, d'autres diront que c'est tout comme si la CEDEAO s'était entendue avec l'UNIR pour dire tout simplement que critique. Il y a des années, il y en a qui ont fait carrière dans cette politique, je comprends, mais ça suffit, il va falloir quand même qu'on y aille. Justement, pour dire quand même que Ali, ça peut changer quelque chose demain. Vous rejoignez ceux qui critiquent sévèrement la classe politique, aussi bien ceux au pouvoir que dans l'opposition. Mais vous-même, vous tardez d'entrer en politique. On vous dira, la critique est facile, mais là est une autre chose. Non. Nous sommes sur une antenne de haute écoute. Oui. Et je crois que s'il y avait des propositions, s'il y avait le temps nécessaire de faire ces propositions, je le ferai. Et moi, je me sens aujourd'hui très à l'aise. Qui vous dit que je ne serai pas en politique un jour? Eh bien, aujourd'hui, je suis très à l'aise. On vous attend quand vous entrerez en politique. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous avons fait le tour. Le contexte est tellement susceptible que depuis quelque temps, nous avons choisi la voie holistique. Nous présentons le problème sous palier, chapitre par chapitre. Aujourd'hui, on a parlé des préparatifs. On a parlé de l'ouverture de la campagne pour que chacun puisse faire son opinion. Mais je reviens à deux titres de journaux. Il y a un journal qui a écrit, je crois c'est Forum ou bien, enfin un journal qui a écrit que UNIR ambitionne pas moins de 4/5 des députés à l'Assemblée nationale qui sera élu le 20 décembre. Et de l'autre côté, il y a notre parti, l'UFC, qui nourrit également l'ambition de remporter la majorité des sièges à l'Assemblée au point même de pouvoir former le gouvernement. C'est pourquoi il disait Isidore que ça arrive, enfin, ne serait-ce que par le point des ambitions qu'affiche ouvertement UNI et l'UFC
c'est peut-être entre ces deux parties que les débats seront les plus directs. Les dés sont pipés d'avance. Par qui? Non, les sont gagnés. L'objectif visé par UNIR sera atteint. À cette allure, on aura des élections apaisées, sauf pas transparentes, ni fiables. C'est là où il faut la fiabilité du scrutin et la transparence du scrutin. C'est ça qui fait la valeur des joutes électorales. C'est là où moi je me dis que nous sommes en train d'envenimer la situation, et si les élections ne peuvent pas régler une crise, il vaut mieux les il y a un débat qui est ouvert. Pour beaucoup de personnes, des élections ne résolvent pas nécessairement une crise dans un pays. C'est plutôt autour au cours des discussions que les acteurs politiques trouvent solution à leurs problèmes. Attention, les élections permettent de régler des crises. Alors justement, puisque si l'ambition en 2006, en 2006, à la fin à 2007, c'est l'APG qui a préconisé qu'on aille aux élections. Ça a permis, vous l'avez dit, c'est des enjeux pour reprendre la coopération et donner une légitimité au pouvoir de Fonia Singbe. Ce sont des enjeux. Alors, ça a permis de régler en quelque sorte la crise. UNIR le dit ouvertement. La dernière fois, lorsqu'ils étaient en formation, le militant Selom Komiklassou a dit ouvertement que 2018 est déjà gagné. Oui. Et que UNIR lorgne déjà sur la présidentielle 2020. Alors, à supposer que UNIR satisfait son ambition d'avoir les 4/5e au prochain Parlement, est-ce que ça contribuera à résoudre le problème togolais, ou bien ça risquerait plutôt d'aggraver davantage? Non, mais avant, vous savez, ce qui fait au moins l'intérêt de ces élections, il y a quand même des partis qui participent à ces élections qui ne sont pas tout le temps d'accord avec UNIR. Le MPPD de Agbeome n'est pas toujours d'accord avec UNIR, il faut le dire. L'UFC n'est pas tout le temps d'accord avec UNIR. Non, mettons-nous d'accord au moins dessus. Mais l'un des sujets brûlants. Tu ne peux pas obliger. Mais effectivement, moi je suis pas d'accord. L'un des sujets brûlants. L'un des sujets brûlants en ce moment, c'est la proposition justement de texte du constitutionnaliste de la CEDEAO. Vous savez, l'UFC est complètement d'accord sur alors que le parti au pouvoir, par exemple, estime qu'il faut réécrire, il faut que le gouvernement touche à ce texte. Voilà, par exemple. Mais, tu sais, mon rêve, justement, est de voir, justement, au moins des partis se partager sérieusement des sièges, et non qu'un seul parti réussisse à gagner les 4/5e. Ce parti aura facilement le boulevard, donc, et il n'y aurait pas de débat. Donc vous ne souhaitez pas tellement que UNIR à elle seule rafle les 4/5e. Ça deviendra. C'est parce que l'Assemblée nationale en ce moment manquerait de goût, de saveur, justement face à certains débats. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a blocage pour passer aux réformes parce que effectivement la configuration ne permet pas à UNIR seul de faire. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est très très intéressant ça. UNIR seul ne peut pas le faire parce que le parti n'a pas les 4/5e. Et il faut nécessairement le souhait est d'avoir justement UNIR rassemblait au moins les 4/5e au prochain Parlement. Oui. Est-ce que je dis, pour moi, l'Assemblée nationale manquerait de goût et de saveur en ce moment. On va aller rapidement passer de la même manière, si c'est l'UFC qui rassemblait les 4/5e, même si c'est l'UFC qui rassemblait les 4/5e, effectivement. Jeff Le Prince. Oui, je voulais revenir sur les propos de Ali Legrand. Je partage plus ou moins son avis tout à l'heure, qui disait, au lendemain de cette élection, nous voulons voir le renouvellement de la classe politique, et du côté de UNIR et du côté de l'opposition. Les gens qui veulent faire carrière en politique,
depuis 90, nous voyons les mêmes personnes. Que vous prenez du côté UNIR aujourd'hui, il y a des députés qui sont toujours députés. Des gens qui n'ont jamais tenu une entreprise. Du côté de l'opposition, les gens qui n'ont jamais tenu une entreprise. Les gens qui n'ont pas de personnel, qui ne payent même pas de salaire, qui sont là parce qu'ils sont députés, payent les salaires et reçoivent les salaires en fin du mois. Mais il faudrait qu'on arrête. Oui, voilà. Il faut qu'on s'arrête à un moment. Il faut qu'on s'arrête à un moment. Donc après ces élections, si c'est les jeunes qui vont venir et que UNIR a décidé de garer les vieux qui sont toujours députés, l'opposition qui participe à cette élection, qui décide de garer les vieux et que d'autres personnes viennent, il faudrait qu'on voie quand même un renouvellement et de nouvelles visions pour l'Assemblée togolaise. C'est ce que nous souhaitons. Merci. Et que les gens, après cette élection, les gens vont partir en chômage. C'est ce que je suis en train de voir en tant que citoyen aujourd'hui. Les gens vont partir en chômage. Nous apprécions la situation au jour le jour. La campagne est ouverte. Mais ce matin, je suis venu d'Aflaos Sagbado jusqu'ici. Je n'ai pas encore rencontré de caravane. Moi non plus. Je n'ai pas non plus vu des affiches en ville. Si, il y a affiche UNIR. Ouais, bleu ciel, bleu azur. En fait, je dis le trajet que moi j'ai fait. Bon, moi, mais déjà en ville, ça démarre timidement. Oui, il y a et timidement, il y a plusieurs stratégies de faire une campagne. Oui. Les gens peuvent éviter de faire des campagnes de grande masse et de faire la proximité. Il y a un parti qui a déjà inondé les réseaux sociaux, le net qui a déjà inondé. Vous savez, sa stratégie, c'est les réseaux sociaux. Ne nous leurrons pas. Et UNIR va gagner sans péril et il va triompher sans gloire. Pourquoi tu prédis? Merci beaucoup. On veut un débat à l'Assemblée. Vous avez dit un débat à l'Assemblée. En fait, moi je voulais juste revenir pour dire par rapport à la majorité probable que UNIR pense gagner, selon les propos de Sir Classou, qui disait que c'est pour le scrutin du 20 décembre, c'est gagné d'avance. En tout cas, je pense que nul n'est myope quand depuis le début, même avant l'enclenchement du processus électoral, avec la crise depuis le 19 août passé, vous allez constater que sur le terrain, et parallèlement à la crise, UNIR a suffisamment occupé le terrain jusque-là. Et aujourd'hui, le même parti a en face de lui de nouvelles têtes, des listes indépendantes, beaucoup d'indépendants, et pas en face de ceux-là des partis historiquement qui sont connus comme étant des partis radicaux. Donc bien évidemment, avec l'occupation de terrain, parce que c'est aussi ça l'électorat, pour concourir l'électorat, il faut être proche de la population, et ils ont fait un travail suffisamment en amont, et probablement le 20 décembre, comme Isidore le disait tout de suite, il risque d'avoir les 4/5e. Et moi ça me surprendra après. Mais l'essentiel c'est qu'il y a le renouvellement, que de nouvelles idées puissent jaillir, parce qu'on est assez fatigué. Nous sommes nés dans ce pays, on a connu des gens qui n'ont jamais été à la retraite politique et qui sont toujours là, qui nous fatiguent. Vous parlez déjà du 20 décembre, alors je préfère qu'on suive au jour le jour. Qu'on ait des députés de qualité. Merci. Nous avons commencé cette émission avec la technologie, les ingénieurs. On va le terminer avec une information que nous avons, un forum qui a annoncé d'ici la fin de la semaine pour nous changer du tout politique. Ça nous intéresse aussi. C'est pourquoi nous avons à nos côtés Monsieur Komlan Sepegnon Egou. Bonjour. Bonjour Monsieur Sass. Eh bien, vous faites partie de ceux qui organisent ce forum sur la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique de l'Ouest. Vous confirmez? Oui. Eh bien, de quoi s'agira-t-il? En fait, il s'agit d'un cadre qui est organisé pour tout acteur, que ce soit les acteurs du secteur public, la société civile, le privé, les PME, les PMI, les industries minières, de participer à cet échange international qui est un cadre de sensibilisation sur les enjeux, les objectifs, l'importance de la RSE, parce que c'est un contexte qui est né depuis 1950 aux États-Unis, mais c'est très nouveau pour nous les francophones. C'est très peu connu. Donc, Valora est spécialisé, le cabinet d'où je viens, qui organise, est spécialisé dans la RSE. C'est la 2e édition qui aura lieu les 6 et 7 prochains. Quels sont les objectifs que vous poursuivez par ce forum? Les objectifs, comme je viens de le dire, c'est de sensibiliser sur les enjeux de la RSE, sur la démarche, c'est-à-dire ce qu'on gagne en adoptant la démarche et ce qu'on perd quand on est loin de la démarche, et aussi faire connaître plus la démarche aux uns et aux autres. Je vous demandais en 1-2 phrases, c'est quoi la responsabilité sociétale d'une entreprise? Très bien. En un mot, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est la prise en compte par l'entreprise des ODD, c'est-à-dire que prendre en compte les ODD,
ou les ODD à l'échelle de l'entreprise. Donc ça prend en compte surtout les aspects sociaux et les aspects environnementaux, parce que toujours les entreprises sont motivées par les gains financiers, commerciaux et tout, mais les voix se sont élevées à un moment donné pour dire, mais en tant qu'entreprise, il faut que l'impact négatif que vous avez sur la société, sur le plan social et environnemental, il faut qu'en retour, il y ait une contrepartie pour pallier à ces actions. Autrement dit, Canal FM installé ici au quartier Hanoukape, nous avons des impacts sur notre environnement, sur notre quartier. D'une manière ou d'une autre, parce que il y a ce que nous appelons les parties prenantes, parce que il y a les auditeurs que vous recevez, les auditeurs qui vous suivent, les participants à vos émissions, le personnel même, à l'interne même ça commence là. La RSE commence même à l'interne. C'est pourquoi au départ on parlait de responsabilité sociale des entreprises et le concept a dû évoluer pour devenir sociétal, tourné vers l'extérieur également, la société. Beaucoup. Quelles sont les entreprises que vous conviez à ce forum? Les entreprises, je ne sais pas s'il faut les citer nommément ici, mais d'une manière générale, les catégories d'intervention. Oui, extractives, minières, la zone portuaire, je peux dire presque toutes les entreprises, ceux qui sont dans les bâtiments, même les banques sont conviées, les assurances sont conviées, les ministères, nos ministères, parce que le forum est parrainé par le ministère de la Planification et du Développement avec l'appui du ministère de l'Environnement. J'ai pas entendu les médias. Oui, les médias. Il y a un réseau, il y a le REMEN, réseau des médias engagés pour le développement durable, qui est partenaire très actif avec nous sur l'organisation de ce forum. Eh bien, donc, les 6 et 7 décembre pour réfléchir sur comment concilier durabilité et croissance en Afrique. C'est ça. Voilà, ce sera où? Le lieu retenu, c'est Agora Senghor, et l'ouverture, c'est à 13h30 ce jeudi. Ce jeudi. Après-demain. En pleine campagne électorale. Oui. Merci beaucoup. C'est donc, comme l'enseignant Egou, qui nous annonce donc ce forum sur la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique de l'Ouest. Marius Bagny, je vous voyais opiner de la tête quand notre ami Monsieur Egou nous parlait de ce forum-là. Oui, tout à fait, puisque là, ce que nous sommes en train de faire depuis, c'est parce que à notre niveau, les ingénieurs, nous avons pris conscience, ce qui vient peut-être tard aux yeux de certains, mais il faut commencer quelque part, de notre responsabilité sociétale également, parce qu'elle existe, et donc toute entreprise, toute organisation a une responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont à l'intérieur, donc qui font vivre l'organisation, mais aussi vis-à-vis de ceux qui entourent les voisins immédiats, ainsi de suite. Il y a une dizaine d'années, il y avait ce concept-là, puisque, bon, j'ai fait un peu l'usine, il y avait ce concept-là d'écologie industrielle dont on parlait, où nos déchets, par exemple, serviraient de matière première à ceux qui sont à la fin, à quelqu'un d'autre. Dans la conception des bâtiments, par exemple, aujourd'hui, surtout quand on parle d'efficacité énergétique, il y a des zones qui n'arrivent pas à avoir assez d'électricité parce que il y a d'autres zones qui utilisent beaucoup plus d'électricité qu'elle ne devrait. Même si la société produit une certaine quantité, si on va vers l'efficacité, on pourra embraser un peu plus de personnes. Donc voilà, ça nous intéresse. Bon, je ne sais pas s'ils vont nous inviter. Bon, comme ça se chevauche, j'espère qu'on aura l'occasion. Notre ami est assis juste à vos côtés. On aura l'occasion d'en parler. Et pour finir, nous avons un de nos partenaires qui nous accompagne sur cet événement qui est passé beaucoup dans les médias ces derniers temps. Nous avons été impressionnés de constater ce qu'ils font pour ce qui est de la RSE. Je veux parler de Simtogo et puis de Scantogo. C'était impressionnant tout ce qu'ils ont fait et nous on apprécie parce que c'est ça le développement durable. Merci. Alors, pour un peu comme Marius Bagny le disait, quelqu'un voudrait savoir s'il est trop tard pour s'inscrire à votre forum. Non, ce n'est pas encore trop tard. Nous clôturons les inscriptions demain à 11h et c'est en ligne sur le site. Oui, c'est gratuit. Le site www.forumrseafrique.com. Donc on s'inscrit gratuitement et vous avez votre réservation, vous avez votre confirmation. C'est sur le site web www.forumrseafrique.com. Reprenez encore posément. www.forumrseafrique.com. Et on s'inscrit gratuitement et on va s'informer sur la responsabilité sociétale de son entreprise, comment concilier entre autres durabilité et croissance au Togo. En Afrique. Il faut inviter tes parents. Je précise que en dehors des nationaux, je précise au passage qu'en dehors des nationaux, les Togolais ou le contexte togolais, on n'est pas très familier avec la RSE. Il y a des experts internationaux qui viendront, notamment du Sénégal, de Madagascar et de la France,
pour partager leur expérience. Merci beaucoup. On ira en savoir davantage. Le lancement officiel, c'est jeudi pour ces travaux. Donc, du 6 au 7 oui, pour ce forum sur la responsabilité sociétale des entreprises. Merci, comme Lancé Peignon et Gou, d'être passé nous en parler. Oui, tu te posais la question de savoir, autrement tu doutais que Canal FM impacte notre environnement. Je suis hyper convaincu et là je parle sous le contrôle de l'ingénieur que vos installations ici émettent des radiations qui ne sont pas nécessairement favorables pour la santé. Mais ça, et peut-être il faut creuser pour voir et comprendre. Merci de commettre une étude pour vous situer. Tout à fait. Eh bien, Marius Bagny, votre mot de conclusion au terme de cette émission? C'est dire que nous sommes juste à J-2,99 de notre journée et faire appel aux participants, aux ingénieurs inscrits, mais aussi à nos divers partenaires. Et c'est un événement inédit et qui va enclencher, on va dire, une grande synergie. Et donc, je crois que de manière, pour être retenu dans l'histoire, il vaut mieux être au départ et que de rejoindre le train plus tard. Merci. Donc, la Journée nationale des ingénieurs, ce sera le vendredi à l'hôtel 2 février avec une exposition le lendemain. Mais déjà jeudi, le forum sur la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique de l'Ouest à Agora Senghor. On s'inscrit gratuitement pour aller s'enrichir intellectuellement pour son entreprise. Tour de carton du jour avec Ali Legrand. Moi, j'ai pas de carton, mais je souhaite une belle campagne en demandant à tous ceux-là qui ont la volonté à l'extérieur du pays, la volonté d'aider les Togolais à sortir de cette crise dans de bonnes conditions, qu'ils le fassent en temps opportun et dans les normes. Merci. Jeff Le Prince. Oui, effectivement, je n'ai pas de carton, mais je parle en tant que membre du réseau panafricain pour la paix et la non-violence électorale. Je voudrais souhaiter une bonne campagne à ceux qui sont en course et dire également à ceux qui ne participent pas que c'est ça la démocratie. Ainsi va la démocratie. On dit oui quelque part et d'autres diront non. Mais de quand même observer ou bien de respecter le choix de chacun. Parce que au-delà de tout, c'est le Togo qui doit en sortir victorieux. Merci. Donc nous voulons une campagne sans violence. Dieudonné Monchoso Korolakna, votre carton du jour. Que le fair play gagne pendant cette campagne. Vive le Togo, vive la paix. Merci. Isidore Sassou Atialo Akolo. Décidément, personne n'a de carton aujourd'hui. Mais, si vous permettez, en ma qualité du président du réseau des médias engagés pour le développement durable REMED, lancer un appel à tous les médias d'accompagner ce forum organisé par nos jeunes frères. Merci. Donc, le REMED qui invite à accompagner ce forum sur la responsabilité sociétale des entreprises en Afrique de l'Ouest. Oui, Canal FM a son antenne qui pourrait avoir des radiations sur le quartier, sur notre quartier, mais tous ces papiers que vos journaux écrits utilisent au jour le jour, vous oubliez que c'est avec des arbres qu'on fabrique le papier que vous utilisez. Il y a des manières aussi l'environnement. Il y a des façons de les recycler aujourd'hui, heureusement. C'est pour ça. Chacun en a pour sa part en matière de responsabilité sociétale. C'est fini pour aujourd'hui. Demain, nous serons là. Et s'il y a des partis ou groupes de partis qui sont en campagne et qui pensent, qui peuvent faire passer leur message sur Canal FM, approchez-vous de Canal FM. Nous sommes là pour servir tout le monde. Ceux qui accompagnent les élections, ceux qui disent également qu'ils ne sont pas service commercial, j'ai dit. Service commercial. Non, j'ai dit service commercial. Si quelqu'un a un message à passer durant sa campagne électorale, le service commercial est là. Il y a une charmante dame qui est là pour vous accueillir. En même temps, s'il y a des gens qui disent sans violence, qui sont opposés à ces élections, nous leur passerons également la parole. C'est ça notre travail. Nous sommes au carrefour. Nous laissons exprimer tout le monde. Rendez-vous donc demain mercredi à 11h. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.